Quatrième et dernière table ronde de la journée sur l'évolution des pratiques judiciaires. Je vais demander à Renate Winter, à Laurent Gebler et à Denis Salas de venir me rejoindre. Renate Winter, vous êtes juge pour les Nations Unies, vous êtes membre du comité des droits de l'enfant. Denis Salas, vous êtes magistrat, vous avez été enseignant à l'ENM, vous avez été juge des enfants. Laurent Gebler, vous êtes juge des enfants à Bordeaux, vous avez également exercé longtemps à Marseille. Vous connaissez bien les évolutions de la justice des mineurs, non? Jamais à Marseille. Ah ben alors où ça? Parce que moi j'ai lu à Marseille. Non, où ça? En Lorraine. En Lorraine. Alors oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même. À mon avis, il y a moins de... Où ça en Lorraine? À Metz? À Metz. Il y a moins de soleil qu'à Marseille. Et puis c'est peut-être plus facile d'y travailler qu'à Marseille. Je n'en sais rien. En tout cas, vous connaissez bien donc les évolutions de la justice des mineurs. Est-ce qu'à votre avis, une réforme donc, de l'ordonnance de 1945 dont nous parlons ce matin, vous paraît justifiée, nécessaire, urgente? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis demandé donc, si on venait pour célébrer un anniversaire, un enterrement ou peut-être un futur baptême. L'ordonnance de 1945... il semblerait donc peut-être qu'elle ne survivra pas à ce 70e anniversaire, peut-être et certainement dans ce cas-là qu'elle rejoindra le panthéon des grands textes de la République. Pourtant, les juges des enfants s'étaient beaucoup attachés à cette vieille dame, et en fait surtout au symbole qu'elle incarnait, celui d'une justice singulière, si différente des autres, parce que les enfants ne ressemblent pas aux adultes. Et s'agissant en revanche, du corps de la vieille dame, il faut reconnaître qu'il était devenu un peu moins attractif, non pas tant par le poids des ans, puisqu'on sait très bien... Nous allons partir avec Madame Winter si vous dites ça. D'autres textes plus anciens donc, ont conservé une jeunesse éternelle, mais surtout sous la déferlante des vents contraires, voire des vents mauvais. On a dit d'elle qu'elle n'était plus une loi de notre temps, parce que le jeune délinquant de 1945 n'est plus le même 70 ans plus tard. Je dirais sous forme de boutade que c'est une évidence. Il a aujourd'hui 85 ans. Pour la remise à parents, c'est un petit peu tard. Alors, depuis 20 ans, les juges des enfants, donc, comme les services éducatifs, ont dû s'accrocher pour tenter de tenir un cap, qui est tout simplement celui qu'a consacré le Conseil constitutionnel en 2002, à savoir l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, la nécessité de rechercher leur relèvement par des mesures adaptées à leur âge, à leur personnalité, et la spécialisation des juridictions pour mineurs ou une procédure appropriée. Et il était devenu difficile de tenir ce cap en se référant à un texte qui finissait, il est vrai, par dire tout et son contraire. Je cite par exemple la prohibition vertueuse de la comparution immédiate, mais création de son clone sous le vocable de présentation immédiate. L'instauration à grand renfort médiatique de centres éducatifs fermés, mais dont on a toujours pu fuguer. Le maintien des allocations familiales aux parents possible dans l'article 34 et impossible dans l'article 40. Un texte donc qui crée tous les ans de nouvelles réponses, tout droit sorti du concours Lépine de la mesure éducative, à savoir donc des sanctions éducatives totalement inapplicables. Si vous les avez oubliés, les travaux scolaires forcés, qui sont quand même dans l'ordonnance de 1945, le placement judiciaire en internat scolaire, également l'enfermement pendant 10 jours pour rappel à la citoyenneté à l'attention d'enfants primo-délinquants. Ça s'appelle les EPO. Un texte également... Ça ressemble à une hormone, ça. Ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Un truc que les sportifs prennent. Voilà, c'est ça. Un texte également, surtout, qui était là de l'anecdote, mais qui est surtout révélateur d'une profonde défiance, je crois, à l'égard du juge des enfants, qui était de plus en plus restreint dans ses marges de manœuvre et d'appréciation par des processus de systématisme procéduraux, tels que notamment le renvoi obligatoire devant le tribunal pour enfants pour les mineurs de 16 ans, même primo-délinquants, à partir du moment où ils encouraient 7 ans d'emprisonnement. Je cite par exemple que la détention d'1 gramme de résine de cannabis rentre dans ce cas de figure. Pour autant, donc en dépit de ces imperfections, les juges des enfants avaient fini par composer, avec cette ordonnance de 1945, un peu kaléidoscopique,
qui était devenue une sorte d'auberge espagnole dans laquelle chacun pouvait trouver son compte, qu'il s'agisse d'éduquer ou de sanctionner. Et puis, une approche, il est vrai aussi, pragmatique de ce texte, avec parfois d'ailleurs la complicité bienveillante du parquet des mineurs, a aussi conduit à écarter, ou en tout cas à limiter, le recours à certaines procédures ou les réponses judiciaires plus symboliques qu'efficaces, telles que le tribunal correctionnel des mineurs. Donc il est possible de dire que cette évolution, cette ébullition même, législative des 15 dernières années autour de la procédure applicable aux mineurs aura peut-être eu au moins le mérite de nous permettre de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, d'expérimenter les procédures, toutes les procédures, certaines pertinentes, d'autres plus hasardeuses, et espérons-le peut-être de voir dans un nouveau texte disparaître définitivement celle qui relevait, je dirais, au mieux d'une construction intellectuelle déconnectée des réalités et au pire d'une approche totalement idéologique. Alors, par ailleurs, il serait illusoire, je pense, d'imaginer que réformer une procédure, aussi imparfaite soit-elle, pourrait suffire à créer les conditions d'une réponse pertinente à la délinquance des mineurs. Et depuis 1945, l'édifice repose tout autant que sur le texte sur deux piliers indissociables et complémentaires, qui sont les juges des enfants spécialisés d'autre part et les services éducatifs de la PJJ du secteur associatif, habilités d'autre part. Donc je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur les difficultés récurrentes rencontrées par les services éducatifs pour pouvoir exercer donc pleinement, efficacement la lourde mission qui leur est confiée par les magistrats, tant d'ailleurs dans le cadre du milieu ouvert que de l'hébergement, si ce n'est quand même pour rappeler, ça a été dit tout à l'heure, que sans moyens éducatifs suffisants et adaptés pour la mise en œuvre de leurs décisions, les juges des enfants sont totalement désarmés et impuissants. S'agissant justement du juge des enfants, eh bien le coup le plus fatal finalement ne lui a pas été porté par les modifications erratiques de l'ordonnance de 1945, mais par l'invraisemblable imbroglio qui a suivi la décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011 portant sur la question de l'impartialité de ce juge. En interprétant cette décision donc à sa façon, le législateur, donc poussé par l'urgence, a alors voté un texte modifiant le Code de l'organisation judiciaire en décembre 2011, texte dont la rédaction, donc aussi alambiquée qu'ambiguë, a réussi l'exploit de générer en quelques mois deux pratiques radicalement différentes au sein des tribunaux pour enfants sur le territoire national. Certains continuant à privilégier la continuité de l'intervention du juge, tandis que d'autres optaient pour une dissociation quasiment totale des fonctions d'instruction et de jugement. Et là encore, je crois qu'il faudra pouvoir tirer de cet épisode un peu désolant une leçon pour l'avenir. Certes, le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs, qui est consacré par nos engagements internationaux, n'implique pas ipso facto la nécessaire continuité d'intervention du même juge des enfants. La seule exigence internationale, c'est qu'un juge spécialisé intervienne à tous les stades de la procédure. Mais pour autant, nous savons quand même que toute la richesse de notre justice des mineurs, je dirais à la française, repose sur un principe simple, qui est quand même que pour bien juger un mineur, il faut aussi pouvoir bien le connaître. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le juge de l'assistance éducative est aussi le juge de l'acte délinquant commis par l'enfant. C'est aussi pour ce motif que le même juge a vocation à suivre le parcours de l'enfant depuis le début jusqu'à l'issue du processus pénal, y compris l'application des peines. Donc même si tous les juges des enfants sont des juges spécialisés, comment garantir une cohérence du discours et de la réponse si un magistrat différent intervient à chaque stade de la procédure? Et quel que soit le mérite du dossier unique de personnalité qui a été créé par la loi du 10 août 2011, rien ne remplacera, je pense, j'en suis convaincu, cette relation singulière entre un mineur et son juge. Je dirais également, pour dernier point, on a vu la question des textes, la question des intervenants, mais il ne faut pas oublier non plus qu'une réponse pénale efficiente aux actes de délinquance commis par les mineurs repose aussi sur un troisième élément du trépied, qui est une politique pénale pertinente. Et là encore, je crois qu'il faudra pouvoir tenir compte des enseignements du passé.
Depuis les années 1990, prévaut, vous le savez, on l'a évoqué, le principe d'une réponse rapide, systématique et judiciarisée à tous les actes de transgression, même minimes, commis par les mineurs. Et aujourd'hui, la qualité de réponse d'un parquet se mesure au taux de réponse pénale qui doit approcher au plus près les 100% des faits poursuivables. À aucun moment, ce nouveau dogme n'a été réellement interrogé. Alors que sa mise en œuvre a tout de même profondément impacté le fonctionnement des tribunaux pour enfants, qui doivent à leur tour, lorsque les alternatives aux poursuites ont échoué ou ne paraissent plus pertinentes, traiter dans les plus brefs délais possibles et dans une logique gestionnaire un contentieux de masse, où l'on retrouve indistinctement des receleurs de vélo, des agresseurs sexuels. Et est-ce qu'on ne devrait pas aussi parfois, comme nous y invite, je le rappelle, l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, recourir autant que possible à des réponses non judiciaires, notamment lorsque le mineur bénéficie d'un encadrement familial, social, suffisamment mobilisé pour apporter des réponses à son acte. Est-ce qu'il ne serait pas plus opportun d'impliquer davantage le corps social dans la réponse à ces premiers actes de délinquance? Et je dois dire que j'ai entendu des choses très intéressantes. J'ai bu du vin d'Alsace tout à l'heure, je rends du petit lait, mais en écoutant Julie Fergan parler des expériences à Mulhouse, d'un magistrat du parquet qui finalement déjudiciarise un certain nombre de situations pour des mineurs primo-délinquants. J'ai entendu l'intervenant le précédent également faisant état d'expériences extrêmement intéressantes, et je pense que ce sont vraiment des voies vers lesquelles on doit aujourd'hui pouvoir se diriger. Parce que il faut aussi se demander s'il est vraiment utile de mobiliser les équipes éducatives de la PJJ pour mettre en œuvre des mesures de réparation ou des stages divers et variés auprès de chaque mineur qui commet son premier acte de transgression. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mobiliser justement davantage tous ces moyens, donc du secteur public et du secteur associatif habilité, pour les jeunes en grande difficulté qui risquent de s'inscrire durablement dans un processus délinquentiel? Donc en d'autres termes, il est peut-être temps, je pense aujourd'hui, de faire des choix et de les assumer clairement, sachant qu'on ne peut pas continuer à demander à la fois à la justice de répondre à la moindre transgression de l'ordre social, tout en mobilisant ses moyens à mettre le paquet, comme on dit, autour des mineurs les plus réitérants. Voilà. En tout cas, il me semble nécessaire que le débat soit aussi engagé autour de ces questions. Ces questions de politique pénale qui, trop souvent, je crois, sont restées gravées dans le marbre sans que leurs effets n'aient véritablement été évalués. Je dirais que la question du discernement, on va certainement en reparler pour définir l'âge de responsabilité du mineur. Je crois qu'il serait également peut-être utile que ce discernement inspire aussi la politique pénale qui sera mise en œuvre. Ce besoin dont a besoin la justice des mineurs modernes, c'est d'une procédure souple, simplifiée, qui permette à la fois d'évacuer rapidement des affaires simples et d'approfondir les situations complexes. En d'autres termes, de faire du sur-mesure. Cette procédure nouvelle devra ainsi exclure les réponses automatiques en fonction de la nature de l'infraction ou de la peine encourue, comme elle devra privilégier, je crois, une logique de parcours du mineur sur une logique de dossier. Elle devra également permettre aux magistrats du parquet et du siège de disposer d'une palette de réponses la plus large possible, depuis le simple avertissement jusqu'à la peine d'emprisonnement, mais avec des allers-retours possibles entre l'éducatif et la sanction, sans que le premier ne soit systématiquement placé à l'ombre de la seconde. Une justice des mineurs moderne, c'est celle qui, sans refuser pour autant la sanction, assume avant tout le risque du pari éducatif. Merci. Merci à vous, Laurent Gébler. Est-ce que vous pouvez vous donner ? Ça va marcher, ça va marcher. Renate Winter, vous connaissez bien ce qui se passe évidemment en France, mais aussi dans les autres pays européens, voire même peut-être ailleurs, aux États-Unis notamment. Finalement, est-ce que vous pourriez un petit peu nous faire une étude comparative rapide, forcément, sachant que la place aussi bien de la famille, des individus, de la religion, le rôle de l'État en fonction des pays, joue probablement un rôle aussi dans la justice des mineurs. Je ne sais pas par quoi vous voulez
commencer. Merci beaucoup, mais si je réponds à toutes vos questions, j'ai beaucoup plus que 15 minutes, et j'ai 15 minutes, je pense. D'accord, oui. Non. Tout d'abord, je suis comme toujours fascinée quand je viens en France et quand j'entends les Français parler, parce que c'est un mélange d'élégance, de mots, de longues phrases, avec beaucoup de mots très difficiles. Et à la fin, il faut toujours récupérer ce qui a été dit. Mais cette élégance, vraiment, est fantastique. Malheureusement, elle ne nous aide pas toujours. Je suis membre du comité de droits de l'enfant et là, on parle une autre langue, vraiment différente. Et je ne vais pas m'attacher maintenant à m'attaquer plutôt à la France. Ça ne se fait pas quand on est habité dans un pays. Mais je vais essayer de vous donner un tout petit peu d'idée de ce qui se passe en Europe. Ce qui est assez difficile déjà parce que l'Europe n'est pas du tout unie non plus en ce qui concerne la justice des mineurs. Mais il y a quelque chose qui sont universelles au moins en Europe. Et l'une, et la plus importante, c'est la Convention des droits de l'enfant. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui n'a pas ratifié la Convention. Et je suis très contente que mon collègue a mentionné ce document, parce que c'est un document, je ne sais pas l'expression française, binding. C'est un document qui force les États de faire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à la merci d'un gouvernement de dire oui, ça me plaît, je ferai ça, ça ne me plaît pas tellement, je ne ferai pas ça. Ça ne va pas du tout. Et l'article 40, 37, 40, 40A et B, 1 ou 2, ce serait vraiment à étudier maintenant à la France quand ils veulent avoir un nouveau document. Quand j'étais étudiant, je connaissais l'ordonnance 45 par cœur parce qu'elle était partout en Europe regardée comme le grand développement en justice des mineurs. Mais comme je suis assez vieille déjà, c'est longtemps. 45, c'est longtemps. Et beaucoup a changé. Nous avons, comme j'ai dit, on ne peut pas parler d'une Europe et des tendances européennes parce qu'il y a 4 groupes très différents en Europe. Et étant membre du comité, je peux vous dire que tout est relatif, très relatif. Ce qui est bon pour un pays, ce ne l'est pas du tout pour un autre. Mais on peut toujours prendre ce qu'on appelle les bonnes pratiques, parce que le comité aussi fait un tableau de bonnes pratiques qui peut-être puisse assister à la France aussi. Tous les pays, quand on parle de l'Europe, on parle toujours de vieille Europe. Mais l'Europe maintenant contient beaucoup de pays qui étaient des pays soviétiques, pas longtemps. Et là, il y a un développement très frais, direction moderne, mais sans avoir les moyens. Donc, comme vous avez 3 systèmes en justice des mineurs. Le système tutélaire, je ne vais pas expliquer parce que tout le monde le connaît. Le système tutélaire avec ses pros et cons, le système rétributif et le système restaurateur. Tout ce qui est moderne va dans cette direction, restauration, parce que le système, je ne sais pas si vous dites restauratif ou restaurateur. Restauratif. Alors, le système rétributif, qui était le grand système, n'a pas fonctionné depuis environ 6000 ans. Parce que s'il avait fonctionné, on serait sans travail, nous 3, aujourd'hui, déjà. Le système tutélaire n'a pas fonctionné non plus et ne va pas fonctionner maintenant avec la conscience qu'ont les jeunes. Ce n'est plus le temps de leur dire « vous n'êtes pas responsable, on est responsable pour vous », le cœur du tutélaire. Donc c'est le restauratif qui va à l'avant. Et avant tout, dans les pays, comme je dis, de l'Est, qui tous se mènent d'un code des mineurs.
Je crois qu'il est grand temps que la même chose se fait ici, en France, d'avoir vraiment un code avec tout ce qui est nécessaire pour une justice moderne qui a été mentionné par mon collègue. Le nord de l'Europe est tout à fait différent parce que le nord a d'abord des moyens et puis il essaye de prendre en sa charge les gens jusqu'à l'âge de 21, peut-être de 25 ans. On parle des personnes au-dessus de l'âge de 18, alors les jeunes adultes. C'est exactement le contraire au sud. Et malheureusement, on a entendu aussi de ces tendances en France, j'espère que ce n'est pas vrai, où on essaye de minimiser l'âge. Alors, l'âge de la responsabilité pénale, ce ne devrait pas être à 14 ans, mais 12 ans ou peut-être encore un peu moins et encore un peu moins. Ça, c'est le trend plutôt au sud. On peut dire quand on est positif, on peut dire c'est parce que les gens se développent plus vite au sud qu'au nord. Et quand on n'est pas aussi positif, c'est qu'il y a trop d'enfants là-bas et pas assez au nord. Donc on fait plus d'attention aux enfants au nord qu'au sud. On a les mêmes problèmes quand même en Europe. Et je crois que c'est peut-être important de le mentionner. Et je sais que pour quelques problèmes de les mentionner, c'est politically not correct. Mais le problème avec la politique correctness, c'est que si on ne définit pas les problèmes, on ne peut pas les résoudre. Alors, quand on n'en parle pas, c'est peut-être pas une trop bonne idée, même si c'est politically incorrect. Alors, le premier problème que vous trouvez partout en Europe, c'est la violence. C'était dit juste avant que ce n'est pas du tout vrai que la violence monte. Malheureusement, les statistiques européennes, comme les statistiques des Nations Unies, disent que c'est le cas. C'est le cas que la délinquance des mineurs baisse un peu partout, mais la part qui est causée par la violence augmente. Je me demande quel est le profil d'une fille de 17 ans de l'Europe qui se rend en Syrie pour se battre, ou un garçon de 14 qui se rend en Irak pour pouvoir commettre des atrocités qu'il ne peut pas commettre en Europe, dans sa patrie. Alors, ce sont des choses qu'on n'aime pas discuter, mais ce sont des choses qui affectent maintenant tous les pays européens parce que ces enfants vont, s'ils ne sont pas tués, retourner. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux après? Le deuxième problème qui est absolument politically incorrect d'en parler, ce sont les étrangers. Parce que dans beaucoup de pays de l'Europe, on avait des systèmes qui fonctionnaient assez bien. Pas fantastiques, mais assez bien déjà, avec des tendances timides vis-à-vis la justice non rétributive. Dans beaucoup de cas et dans beaucoup de pays, avec l'arrivée des enfants étrangers qui ne connaissaient pas ce système et qui ne le comprenaient pas et auquel il n'était pas expliqué, n'ont pas pu accepter le système et on ne pouvait pas l'utiliser. Un exemple, il y avait des très bonnes prisons pour mineurs en Allemagne qui ont eu vraiment tout ce que vous pouvez vous imaginer pour assister les enfants. Maintenant, dans 3 de ces prisons, vous avez des révoltes des mineurs parce qu'ils sont régis par des clans des étrangers
qui ne connaissent pas du tout et n'acceptent pas du tout les méthodes allemandes d'éducation, etc., et qui disent, nous, on ne prend pas une éducation, nous, on ne travaille pas avec vous, et si vous nous forcez, on va vous tuer. Et ils tuent. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Maintenant, ça existe et il faut s'en occuper. La Norvège, qui n'est vraiment pas un pays qui a tendance aux révolutions, non, a affaire avec une croissance des meurtres commis au nom de l'honneur, que eux ne connaissaient pas du tout. Mais quoi faire alors? Ça, c'est une importation avec laquelle il faut vivre et à laquelle il faut trouver des réponses. Ça, c'est une tendance, parce que vous m'avez demandé les tendances européennes, ça, ce sont des tendances européennes. Ce qui est notre réponse et ce qui est la réponse de la Convention, c'est, s'il vous plaît, tous les acteurs, et mettez ça dans la loi, s'il vous plaît, tous les acteurs qui travaillent avec les mineurs doivent être spécialisés. J'ai entendu que aussi en France, on pense des possibilités qui ont les pays anglo-saxons de donner aux juges la possibilité de dire cet enfant est au-dessous de l'âge adulte, mais quand même il peut être jugé par le juge d'adulte. Le système anglo-saxon dans cette direction a beaucoup de problèmes parce que des juges qui n'aiment pas travailler avec les mineurs décident que c'est un cas pour une cour pour adultes et ils se délibèrent du dossier. C'est pas une seule fois que ça se passe. Et parce qu'ils ont cette possibilité, ils disent qu'une spécialisation des juges n'est pas nécessaire. Alors, les conséquences sont bien difficiles. Et j'espère qu'un pays non saxon ne prendrait pas ce chemin-là. La justice restaurative est le futur, paraît-il. Il ne sera pas possible, pas dans nos pays, peut-être dans d'autres pays comme dans la Nouvelle-Zélande ou au Canada, de vraiment travailler avec le système restauratrice pur. Dans nos pays, d'habitude, il y a un mélange du rétributif et du restauratrice. C'est peut-être une possibilité de vraiment prendre les meilleures choses des deux systèmes. Mais il y a, et c'est la fin, il y a le grand problème dont personne ne parle et nous qui avons la mauvaise habitude de toujours demander des chiffres. Vous avez combien de cours mineurs? Vous avez combien de juges spécialisés? Vous avez combien de dossiers un juge a à faire par mois? Combien de personnes sont dans des institutions closes? Et je ne fais pas une différence entre prison et, comment vous dites, des mesures éducative dans un milieu carcéral, non, fermé, pas carcéral, mais fermé. Pour moi, c'est un peu la même chose. Si je n'aime pas apprendre à l'école, je ne vais certainement pas apprendre quand je suis forcée d'apprendre, mais ça c'est philosophique, plutôt pas. Alors, mais quels sont les problèmes des institutions? Vous avez, on a parlé de l'école. Est-ce que vraiment tous les éducateurs ont les possibilités qu'a montré le collègue qui parlait de l'école? Ou est-ce que le système d'habitude, c'est le directeur d'école, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent seulement faire quelque chose qui ne coûte rien? Et le devoir des professeurs, c'est de dire aux enfants ce qu'ils doivent savoir, avoir des examens et avoir un taux d'élèves qui ont passé ces examens, autrement ils auront un problème. Et ce n'est pas la même chose avec la police. Dans presque tous les pays de l'Europe,
un investigateur criminel de la police criminelle, vous dites, de la police criminelle, a un certain nombre de cas à faire dans un certain temps. Et s'il fait plus, il va avancer. S'il fait moins, il ne va certainement pas avancer. Et si j'ai besoin de clore une affaire, et si je gifle, ça va beaucoup plus vite, croyez-moi. Si je ne gifle pas, mais si je me mets à côté de mineur pour lui parler sensiblement, ça coûte du temps. Et le policier n'a pas ce temps-là. On ne le lui donne pas. On ne lui donne pas non plus la possibilité de faire un cours en pédagogique, par exemple, un cours en pédagogique pour mineurs délinquants. Parce que les ministres de l'Intérieur vont vous dire qu'on n'a pas assez de policiers pour pouvoir se permettre de mettre des policiers pour des enfants, juste pour des enfants, à l'école, encore une fois, pour apprendre quelque chose. La même chose, le procureur. Il y a beaucoup de pays où le procureur doit aussi, comment dirais-je, et il faut être poli, il faut être poli, il faut être poli. Alors, n'est pas absolument indépendant du gouvernement. Ça s'appelle une litote. Il y a 4 pays, si je me rappelle 4 ou peut-être maintenant 5 pays en Europe où le procureur est vraiment indépendant. Alors, si le gouvernement est de l'extrême droite, on va durcir. S'il est de l'extrême gauche, on va être plus libéral. Si c'est sévère, on va peut-être changer le code des peines, je ne sais pas. Mais le procureur n'est pas libre de faire ce qu'il veut. S'il a un chef, un procureur général qui comprend quelque chose de la justice restauratrice et qui ne doit pas écouter un gouvernement qui lui dit « mais écoute, la sécurité de la population est le plus important et en plus on veut être élu encore une fois, on est seulement élu quand on peut montrer qu'on est vraiment dur », alors le procureur n'a pas de chance. Et pour le juge, mon collègue l'a dit, ce dont un mineur a besoin, avant tout, c'est le temps. Le temps qui lui est accordé par un adulte, dans notre cas, par le juge. Et le temps, c'est quelque chose que nous n'avons pas. C'est ça les problèmes. Et si on ne résout pas les problèmes de l'école, de la police, du procureur et du juge, qu'est-ce que vous voulez changer alors? Ce sont les problèmes qu'on trouve quand nous, on demande au comité, on demande les pays, on demande ces questions-là. Et ça nous donne le cadre pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et pour finir, on a fait un grand progrès en Europe. Bien sûr, un très grand progrès. L'Europe, c'est le seul continent où il n'y a plus de peine de mort pour les enfants, ni de réclusion à perpétuité sans sursis. Mais peut-être on voudrait avoir un peu plus. Merci beaucoup. Denis Salas, la parole vous est donnée. Donc, comment est-ce qu'on peut, après des années de réflexion, d'interrogation, penser aujourd'hui la justice des mineurs? Merci Patricia. Oui, effectivement, il faut penser cette justice des mineurs et il faut avoir conscience d'un paradoxe, me semble-t-il, intéressant à repérer, parce que on a beaucoup évoqué au cours de cette journée les atteintes de cette justice par des politiques sécuritaires. Il me semble qu'il y a une atteinte peut-être encore plus forte, un doute profond qui s'est insinué à l'égard de ce que vous avez appelé, Renate Winter, le modèle tutélaire. Ce modèle tutélaire qui est issu de 1945, effectivement, il est perçu comme irresponsabilisant, il est perçu comme de l'assistanat, il est perçu comme ne tenant pas suffisamment compte de la qualité du sujet de droit du mineur. Donc on aurait pu penser qu'effectivement, eu égard à ces doutes, eu égard aussi à
à des politiques qui considéraient les mineurs comme des adultes, on allait avoir un effondrement, je dirais, de l'édifice institutionnel mis en place à la Libération. Or, ce n'a pas été le cas. Et cette volonté de sévir a rencontré des limites et une résistance assez forte. Au cours des travaux qu'on a eus dans le groupe d'appui, je me suis aperçu qu'au cours de la même période, au fond, on observe une stabilisation de l'incarcération des mineurs, autour de 3000 en flux en 2013, et en même temps une très forte poussée des mesures éducatives, 47 000 la même année. Donc les faits sont quand même intéressants à étudier. Non pas un changement de paradigme, une sortie du modèle tutélaire ou du modèle issu de 45, mais une profonde transformation du modèle éducatif. Et je voudrais peut-être dire quelques mots sur cette transformation, qui n'est pas simplement due au fait que nous avons l'ordonnance de 1945 comme une sorte d'arme de combat qu'elle a été, qu'elle est toujours, et en même temps de référence symbolique, mais il y a sans doute d'autres points qu'il faudrait identifier pour creuser cette transformation. Premier point, j'en repère 3 simplement pour être dans les temps. Premier point, il y a aujourd'hui, vous l'avez dit également, une volonté européenne, je crois, très forte, de basculer vers un modèle où la responsabilité du mineur, notamment du mineur délinquant, vient au premier plan. Je crois que c'est un des points forts de votre intervention. On pourrait prendre la Belgique, on pourrait prendre l'Allemagne, on pourrait prendre même l'Angleterre qui est partie d'une responsabilité individuelle pour atténuer aujourd'hui la pénalisation, voire la sanction des comportements antisociaux. Tous ces modèles, au fond, sont en train d'intégrer cette dimension de responsabilité. Je crois que la promotion des droits de l'enfant en elle-même et la Convention des droits de l'enfant a été un facteur déterminant, puisque, au fond, en le reconnaissant comme sujet de droit, on le reconnaît dans sa capacité à être responsable, et on éloigne, au fond, l'État tutélaire qui avait une vision plus paternaliste, disons, et qui est maintenant concurrencée par un modèle de responsabilité. Et c'est là la question que je pose, une première question que je pose, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur cette notion de responsabilité? Parce que vous pouvez avoir une conception de responsabilité qui assigne le mineur à responsabilité, on lui dit soit autonome, avec une sorte d'injonction et de sanction en arrière-plan. C'est une première conception. Mais vous avez aussi une conception plus progressive où on va avancer, progresser dans une pédagogie de la responsabilité qui me semble être plus forte dans les pratiques éducatives actuelles. Mais voyons bien les deux postures. Pour les uns, chacun doit être responsable de sa trajectoire, qu'il s'agisse de l'enfant ou de ses parents. Si vous avez mal compris où est votre intérêt, si vous avez fait de mauvais choix, vous en serez responsable. C'est une conception punitive qui se dessine derrière la notion de responsabilité. Par contre, vous avez une autre conception où la responsabilité du jeune est intégrée dans une finalité de l'acte éducatif. Donc d'un côté, une main qui lâche le jeune au motif que sa responsabilité est un état, de l'autre côté, une main qui... Donnez-le. Vous avez peut-être un téléphone, non? C'est ça, ça doit être ça. C'est ça qui fait du... De l'autre côté, une main qui tient bon, parce qu'elle voit dans la responsabilité un projet. Et je crois que ces deux philosophies, l'une, au fond, peut nous conduire à déspécialiser le droit des mineurs, l'autre, au contraire, à introduire des mesures de réparation. Depuis 2000, j'ai lu les chiffres, 25 800 mesures de réparation en 2013. Je crois que vous avez fait le choix de donner à l'acte éducatif le sens d'un apprentissage de responsabilité, alors même que la législation l'esprit de la législation allait en sens inverse. Donc, je crois qu'il y a une amorce de ce que Renate Witter appelle une justice restauratrice à travers l'expansion considérable aujourd'hui des mesures de réparation, mais il y a beaucoup à faire également sur ce plan. Deuxième point qui naît de la proximité du pénal et de l'éducatif aujourd'hui, l'articulation entre pouvoir et autorité. La PJJ, comme vous le savez, s'est spécialisée dans le domaine pénal, dans le champ pénal. Et la stabilisation de l'incarcération des mineurs s'est accompagnée d'une hausse
des placements sous contrainte. C'est une mutation historique, parce que la PJJ, enfin, l'éducation surveillée, s'est construite contre la prison et a édifié son identité dans ce rapport d'opposition au monde carcéral, et ensuite a progressé, comme vous le savez, vers une trajectoire qui rejoint sa propre histoire, mais qui n'était pas prédisposée. Or, aujourd'hui, je pense que l'intégration de la contrainte, cela a été dit, n'est pas une contrainte au sens d'une contrainte qui ferait immobilité, en quelque sorte. C'est une contrainte beaucoup plus dynamique, beaucoup plus liée à la clinique, au projet institutionnel, aussi aux thérapeutes. C'est la loi, c'est le cadre, c'est la limite, des concepts qu'on connaît bien, qui ont été réinvestis dans l'exigence de contrainte à laquelle la protection judiciaire de la jeunesse aujourd'hui est assignée, qui vient probablement aussi de la fonction hébergement, qui véhicule énormément de contraintes liées à la socialisation, le lever, le respect des rendez-vous, des horaires, etc., etc. Donc, sanctions et éducation sont devenues deux dimensions indissociables de l'action éducative. Mais là encore, il me semble qu'il y a un risque de confusion entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir pénal, notamment, entraîne de la soumission. L'autorité fabrique de l'auteur. Le pouvoir soumet, en quelque sorte, engendre cette soumission, il se délègue aussi, alors que l'autorité s'incarne, se communique, se construit dans le face-à-face, dans la reconnaissance, dans l'expérience, dans la durée de la relation aussi. On parlait du temps tout à l'heure. Donc cette construction d'autorité doit être absolument préservée pour maintenir l'identité de la justice des mineurs et qu'elle ne soit pas en quelque sorte absorbée dans une attraction du pénal qui serait effectivement une dérive grave. Donc nous devons tenir ensemble, sur le front de l'autorité et éviter la tentation d'un abus du pouvoir pénal qui pourrait être, au fond, utilisé afin de nous débarrasser du fardeau de l'autorité qui, effectivement, est très lourd à porter. L'autorité, c'est aussi un appel à responsabilité, comme le disait Paul Ricoeur, et c'est à ce voyage identitaire long, difficile, étroit pour cette jeunesse, qu'il me semble que nous sommes conviés. Si le juge peut faire autorité, c'est qu'il limite et il autorise en même temps, et c'est deux gestes simultanés que naît cette fonction. Enfin, troisième remarque, la justice des mineurs est aussi dans la démocratie. C'est quand même une dimension qu'il ne faut pas oublier, démocratie au sens global, mais aussi au sens local. On l'a vu tout à l'heure dans le débat sur les politiques de la ville. Je m'explique d'un mot, la délinquance des mineurs a connu une forte croissance ces dernières années. On le sait, c'est un peu atténué aujourd'hui. Il y a une réponse systématique des parquets aujourd'hui et finalement un essor aussi des alternatives aux poursuites. Mais face à la délinquance d'exclusion, depuis la fin des années 80, une délinquance beaucoup plus massive, beaucoup plus liée à des territoires, à des conditions socio-économiques, à des origines culturelles aussi, la justice n'était pas outillée pour y répondre. Elle est plutôt outillée pour répondre à une délinquance initiatique ou à une délinquance pathologique. Donc d'autres acteurs se sont portés candidats pour répondre à ce type de délinquance. Dans d'autres pays européens, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a des approches beaucoup plus décentralisées, beaucoup plus territorialisées, beaucoup plus liées à l'initiative des communautés dont parlait Pierre Gendrieux tout à l'heure, qui ont pu monter au créneau pour répondre à ce défi massif. Or, chez nous, l'État a un rôle central, la société civile a une maigre part d'initiative et les communautés ont mauvaise presse. Or, par rapport à cela, j'observe que la justice des mineurs, dans sa configuration habituelle, s'est profondément recomposée. Et de nouveaux acteurs sont venus au devant de ces nouveaux défis, les parquets en particulier, les maisons de la justice et du droit, ont joué un rôle de magistrature sociale, en quelque sorte, en prise directe avec les problèmes de ces quartiers. Et cette tension qui est apparue entre deux légitimités, une légitimité de proximité, où il faut répondre à des attentes de proximité, à des attentes pragmatiques venant du terrain, et une légitimité d'impartialité qui est plutôt celle à laquelle les juges des enfants nous ont habitués. Donc cette légitimité de proximité, elle n'était pas inscrite dans le patrimoine génétique de la justice des mineurs. Il a fallu l'imaginer, la construire. Et dans le dialogue qu'il y a eu tout à l'heure entre Julie Fergan et Roger Vico, c'était très intéressant de voir cette démarche du parquet expérimenter
des solutions sur le terrain pour chercher une légitimité à son action à travers le succès ou l'insuccès de telle ou telle de ces initiatives, alors que de l'autre côté, l'élu disait « moi, je ne connais pas, je connais mal cette justice, et je m'en remets à son intelligence pratique pour qu'elle imagine des solutions inédites ». On a là, je crois, un travail de légitimité qui me semble très intéressant, mais en même temps, nous avons aussi besoin de l'impartialité. Et celle du juge des enfants est très forte, parce qu'évidemment, ce qu'on vous apprend quand vous êtes juge des enfants, c'est aussi de ne pas se laisser aspirer dans le conflit et de tenir la bonne distance afin de pouvoir être en mesure de juger tout simplement dans l'action, dans la situation qui est proposée. Donc la question est la suivante, est-ce que nous pourrons réarticuler l'attente de légitimité, l'attente de proximité d'un côté et l'attente d'impartialité de l'autre, qui sont toutes les deux nécessaires, mais qui sont aussi en contradiction l'une avec l'autre. Je crois que nous avons le parquet qui dialogue avec le public, nous avons l'avocat spécialisé qui témoigne de son action, le juge, lui, reste beaucoup trop prudent, mais je crois que cet antagonisme n'est pas fatal, il peut effectivement se réarticuler, en tout cas c'est le vœu que je formule. Je me souviens de la phrase d'Hannah Arendt qui comparait l'espace public à une table commune où nous sommes à la fois séparés par la table et en même temps reliés par elle, par un espace de parole. Je crois que la distance et l'échange sont possibles, dès lors que de part et d'autre de la table, chacun est à sa place et peut dialoguer sans du tout, je dirais, renoncer à son identité. Je crois que c'est un des facteurs décisifs, cette attention à l'autre, ce qu'on appelle le care aujourd'hui, le souci de l'autre, le respect des points de vue, l'écoute, qui vont probablement dans l'avenir être décisifs pour, au fond, reconnaître, légitimer la justice du XXIe siècle. Je conclus d'un mot en évoquant la figure du poète-éducateur Fernand Deligny, que vous connaissez peut-être. Fernand Deligny a écrit en 1945 un livre qui s'appelle « Graines de crapule ». Et dans ce livre, Deligny se dit « Mais qu'est-ce qu'un éducateur ?» C'est un métier de parent? Pas vraiment. C'est un métier d'apôtre, c'est peut-être un peu trop. C'est un métier d'ajusteur, disait-il. Pourquoi pas? Mais il avait le mot juste, il disait non, c'est un métier de repasseuse. Pourquoi un métier de repasseuse? Parce qu'il s'agit toujours de lisser, de déplier les plis sur le corps et l'âme des enfants que font les blessures infligées par une société indifférente, par un monde d'adultes indifférents, disait-il. Donc je crois que ce métier-là caractérise assez bien, tel que Deligny le définissait, le travail éducatif. On n'effacera jamais ni les blessures, ni les cicatrices, et il n'est pas certain que l'indifférence l'emporte. J'ai plutôt l'impression aujourd'hui que nous avons assisté dans ce débat à une séance du Parlement des Invisibles, puisque nous avons entendu, c'est assez rare finalement, la voix de ceux qui travaillent souvent dans l'ombre, pour une jeunesse souvent oubliée, et pour des jeunes qui ne nous demandent rien. Et je crois que ce fut un beau témoignage de la force du pari éducatif pour ces plus inéducables. Merci. Merci à vous, Denis Salas. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez descendre. Hein. Oui.